Auprès de vous, suite à vos multiples visites à Paris. Et cette visite, comme vous l'avez dit, est la première d'un chef d'État français en Moldavie depuis 24 ans. C'est un immense effort de transformation qui a été fait dans cette période, un pays profondément bouleversé, mais je veux ici dire que ma présence aujourd'hui à vos côtés s'inscrit, si je puis dire, dans un double contexte. L'un, et j'y reviendrai, vous l'avez longuement évoqué, c'est celui de la guerre et la situation d'un pays voisin de l'Ukraine qui a subi l'agression russe. Le deuxième, c'est que vous êtes à la tête d'un pays et vous avez à vos côtés un gouvernement, un parlement, qui affiche résolument son aspiration à la paix, à l'état de droit, à la démocratie et à l'Europe. Ça n'a pas toujours été le cas, et vous le faites avec beaucoup de courage, dans un pays tout entier tourné vers notre Union européenne en matière de commerce, en matière d'aspiration, de valeurs, un pays francophone et francophile, un pays qui, au fond, d'ores et déjà, est ancré dans la famille européenne. Je le disais, cette visite s'inscrit aussi dans un moment qui est particulier pour la France, puisque je me trouve ici non seulement en tant que président de la République française, mais également en tant que chef d'un État qui, pour quelques jours encore, exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ces 6 derniers mois, si particuliers dans la vie d'une nation, nous les avons passés en portant la conviction que l'Union européenne devait se mettre en mesure de répondre aux défis de notre époque. Une Europe capable de recréer des liens avec ses citoyens, une Europe permettant de créer les conditions de prospérité, d'inventer un nouveau modèle de croissance respectueux de la planète pour les décennies à venir, et d'une Europe capable de défendre ses intérêts, ses valeurs, et définir des termes nouveaux sur le plan géopolitique dans un monde dont les derniers mois nous ont encore fait saisir la violence, puisque la guerre est revenue sur notre continent, impliquant une puissance dotée. Ce contexte, je l'évoquais, celui de la guerre, est une menace pour toute la région, pour votre pays, vous ne le savez que trop, et pour notre Europe. Ce qui se joue en effet en Ukraine, à quelques centaines de kilomètres d'ici, constitue une menace pour notre stabilité à tous, avec d'ores et déjà des conséquences profondes sur nos vies, nos économies, et des semaines et des mois à venir qui seront extrêmement préoccupants et constituent en eux-mêmes un défi. La Russie s'est engagée dans une tentative assumée visant à remettre en cause les principes les plus fondamentaux sur lesquels repose notre sécurité collective depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque la Russie a choisi de violer l'intégrité territoriale, la souveraineté d'un voisin, l'Ukraine. Et c'est un des principes de notre continent, mais aussi de nos engagements internationaux. À cet égard, je veux dire ici, mesdames et messieurs, l'admiration de la France face à l'élan de solidarité et de générosité dont a fait preuve la population moldave en accueillant les personnes qui ont dû fuir le conflit en Ukraine. Cette solidarité que votre gouvernement a portée, que vous avez accompagnée en lien avec de nombreuses associations et organisations non gouvernementales que je salue également, force notre admiration et celle du peuple français, lequel s'est aussi mobilisé depuis le début de la guerre en soutien au peuple ukrainien. Alors que les combats se poursuivent, toujours plus violents, que chaque journée qui passe apporte son lot de nouvelles destructions, de bombardements indiscriminés, visant les militaires comme les civils, et de nouvelles preuves des exactions commises par la Russie apparaissent, nous ne pouvons nous permettre de faire preuve de la moindre faiblesse, tout en restant lucides sur notre rôle, notre place et les objectifs que nous poursuivons. Notre détermination à cet égard est totale pour agir en mobilisant tous les leviers. D'abord, rendre insoutenable le coût de la poursuite de cette agression pour la Russie et en quelque sorte, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, arrêter la guerre sans faire la guerre. C'est le sens même des 6 séries de sanctions que l'Union européenne a prises dès les premiers jours et jusqu'il y a quelques jours encore. C'est une première pour notre Europe et c'est la robustesse de ces sanctions et l'unité que nous avons tenue qui sont ici à considérer. Jusqu'au dernier jour de sa présidence, la France prendra à cet égard les décisions qui conviennent et cherchera à bâtir cette unanimité indispensable. Nous devons également continuer de soutenir l'Ukraine, comme nous le faisons et continuons de le faire, et renforcer la crédibilité de notre dissuasion pour que la Russie ne puisse imaginer poursuivre plus loin son agression. Et cet effort aussi, la France y prend toute sa part, et nous avons pu le montrer en prenant la décision de positionner dans le cadre de l'OTAN des troupes françaises en Roumanie, auprès desquelles j'étais il y a encore quelques heures. Cet effort collectif, régional, est également celui de la Moldavie et je sais votre détermination à faire en sorte que la neutralité à laquelle votre pays est si attaché ne signifie pas démilitarisation. Les 40 millions d'euros
dont vous vous apprêtez à bénéficier dans le cadre du Fonds européen de défense sont de ce point de vue un apport extrêmement important qui permettra, vous me l'indiquiez encore il y a quelques instants, de doubler le budget militaire de votre pays. Nous devons enfin continuer, comme je le disais, à apporter aussi notre soutien aux pays qui subissent les effets directs de cette guerre, et la Moldavie en premier lieu. Au-delà du coût de l'accueil des réfugiés ukrainiens, je sais l'impact que votre pays a subi au cours des derniers mois sur un plan économique, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que la France soit à l'initiative, en coprésident aux côtés de l'Allemagne et de la Roumanie, la plateforme de soutien à la Moldavie, qui a été inaugurée le 5 avril dernier. Et avec 15 millions d'euros d'aide budgétaire, plus d'1 million d'euros d'aide d'urgence, 37 tonnes de matériel, des ambulances qui seront d'ailleurs livrées dans quelques jours, la France est l'un des premiers soutiens à la Moldavie, et cet appui, j'en prends ici l'engagement, se poursuivra. Nous devons enfin déployer nos efforts pour limiter le plus possible les conséquences de l'agression russe sur le marché alimentaire mondial. C'est une des priorités que nous avons portées dans le cadre de l'initiative dite FARM, acronyme pour signifier Food and Agriculture Resilience Mission, qui vise d'une part à empêcher les restrictions aux exportations, d'autre part être en solidarité avec les pays qui risquent de faire face à de graves problèmes de sécurité alimentaire et enfin soutenir la production locale. Cette initiative, endossée par l'Union européenne, en partenariat avec l'Union africaine, est structurante à bien des égards. L'urgence dans ce contexte est tout particulièrement de tout faire pour débloquer les céréales et oléagineux que l'Ukraine ne peut actuellement pas exporter du fait de l'agression russe, et il est essentiel que nous puissions sans tarder trouver une solution pour faire sortir ces denrées afin de limiter les effets de la situation de pénurie qui se profile, et la Moldavie a évidemment un rôle essentiel à jouer en ce domaine, en lien très étroit avec la Roumanie. C'est donc, vous l'avez compris, un triple message que je souhaite passer, adressé au nom de la France à la Moldavie aujourd'hui. Un message d'amitié et d'admiration pour le travail que vous faites, dans lequel vous êtes engagé, pour la générosité de l'accueil que votre pays a réservé aux personnes qui ont dû fuir le conflit en Ukraine. Un message de soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Moldavie, et un message de solidarité, car vous n'êtes pas seul face aux difficultés que rencontre votre pays. Vous pouvez compter sur le soutien de la France et de l'Union européenne. Ma visite aujourd'hui a aussi pour but de montrer la détermination qui est la nôtre, précisément pour renforcer la relation de la France et de l'Union européenne avec votre pays. La Moldavie, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, a déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne, et ce souhait de rejoindre la famille européenne est parfaitement légitime. Cette demande sera débattue d'ici une dizaine de jours à l'occasion du Conseil européen qui se tiendra les 23 et 24 juin prochains sur la base d'un avis qui sera remis dans quelques jours par la Commission européenne. La France jouera à cette occasion pleinement son rôle de présidence pour, là aussi, bâtir l'unité, permettre d'aboutir à un consensus qui doit reconnaître l'ampleur des efforts accomplis, la légitimité du peuple moldave à rejoindre l'Union européenne et envoyer, dans les temps que vous vivez, et compte tenu du contexte que nous décrivons depuis tout à l'heure, un message positif et clair à la demande que vous avez formulée. En complément, je souhaite offrir des garanties de coopération accélérée à la Moldavie, qui ne sont en aucun cas un substitut au processus d'adhésion à l'Union européenne et qui visent à ouvrir des voies de solidarité et de coopération concrète au plus vite. C'est le sens de la proposition que j'ai formulée le 9 mai dernier, celle d'une communauté politique européenne qui permettra à nos peuples de bâtir, comme nous l'avions fait d'ailleurs dans les premiers temps de la construction européenne, des solidarités en matière de défense et de sécurité, d'énergie, d'infrastructures, de lutte contre les attaques extérieures, de tout autre sujet que nous jugerons utile entre nos pays. Et de le faire entre les pays qui partagent géographie et valeurs communes. Et je vous remercie des mots que vous avez eus, de la très bonne discussion que nous avons eue sur ce sujet et de l'accueil positif qui est le vôtre. Je conclurai enfin en soulignant que cette visite nous a également permis d'évoquer avec Maia Sandu les principaux domaines de notre relation bilatérale. Vous y êtes revenu très longuement et très précisément. J'adhère à tous les points que vous avez formulés, Madame la Présidente. Cette relation sera encore plus étroite à l'issue de cette journée, puisque notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui m'accompagne signera aujourd'hui, avec son homologue, M. Popescu, une convention fiscale entre nos deux pays, ainsi qu'un accord intergouvernemental portant sur les activités de l'Agence française de développement en Moldavie. Nous mettrons ainsi fin aux doubles taxations, accompagnerons l'effort d'attractivité que vous conduisez pour votre pays et accroîtrons la coopération étroite que nous voulons pour accompagner vos réformes si courageuses dont nous avons, durant notre déjeuner de travail, débattu. Conformément à l'engagement pris par la France en avril dernier, nous avons confirmé aujourd'hui l'octroi d'un prêt budgétaire de 15 millions d'euros via l'Agence française de développement
Ceci ne constitue qu'une première étape de notre soutien qui a vocation à s'inscrire dans la durée. Voilà les quelques mots que je voulais avoir devant vous aujourd'hui à vos côtés, Madame la Présidente. Et je veux, chère Maya, Madame la Présidente, que vous sachiez que la France se tient à vos côtés aujourd'hui et qu'elle se tiendra à vos côtés demain. Je vous remercie. Nous vous remercions, chers collègues. Nous allons écouter 2 questions de la part de la presse moldave et de la presse française. La première question, s'il vous plaît. J'ai une question pour les 2 présidents. Je représente la chaîne Moldova 1. Madame Sandu à l'Élysée. Vous parliez de la communauté politique européenne. La semaine prochaine, il y aura la réunion du Conseil. Est-ce que vous prenez en considération l'attribution d'un statut intermédiaire pour certains pays du trio associé, doamna președinte? Se va mulțumi Republica Moldova cu un statut de tranziție care nu e văzut. Madame la Présidente, est-ce que la République de Moldavie sera contente de recevoir un statut intermédiaire pour sa candidature? Il y a donc 2 questions ici. La République de Moldavie. Alors, candidature à l'Union européenne, c'est évidemment, c'était l'objet du voyage. Vous avez entendu le chef de l'État, cette demande est légitime. Manifestement, Valérie, c'est bien ce qu'on imaginait avant que le chef de l'État n'arrive. Et il a commencé d'ailleurs en disant, je viens ici en tant que chef de l'État français et également en tant que dirigeant de l'Union européenne. Et puis il a rappelé le calendrier institutionnel. D'abord le Conseil européen, d'abord l'avis de la Commission européenne vendredi, je crois. Et ensuite, la question sera débattue au sein du Conseil européen des 23 et 24 juin. Mais en Moldavie, le président de la République rencontre un écho très favorable à son idée de communauté politique européenne qui permet d'être dans la famille européenne sans faire partie de l'Union européenne, son institution qui comporte quelques lourdeurs administratives et d'adhésion, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que c'est certainement plus rapide effectivement de faire partie du trio de cette CPE, cette commission, cette communauté plus exactement. Il y aura une réponse intermédiaire. Ah, alors je m'interromps. Pardon. Il y a une question qui est posée, qui est instruite par la Commission européenne et les membres du Conseil auront à se prononcer. Je ne veux pas ici préjuger de cette décision, mon rôle étant plutôt de bâtir le consensus en tant que présidence tournante de ce Conseil européen. Mais mon souhait est que nous puissions envoyer un message positif et clair à cette demande. Ensuite, Madame la Présidente l'a même rappelé, il y a des procédures, il y a des règles, et il est important que vis-à-vis à la fois de la Moldavie, de vos compatriotes, vis-à-vis des autres États membres, on ait de la clarté sur ce processus qui doit aussi respecter les équilibres et les procédures dans lesquelles sont engagés plusieurs autres États qui souhaitent rejoindre l'Union européenne. Je pense en particulier à des États des Balkans occidentaux. Mais il n'y aura pas de réponse intermédiaire, il y aura une réponse que je souhaite la plus claire possible, qui sera assortie de conditions, d'une procédure, ce qui est normal, parce que c'est un chemin et c'est un processus. Mais mon souhait est que ce message soit clair et positif, que le signal soit clair et positif, car je pense que c'est ce que nous devons à votre pays et à la région. La communauté politique européenne est une proposition que nous avons faite, que je souhaite que les uns et les autres puissent s'approprier, qui n'a pas vocation à se substituer à l'adhésion, mais qui vient compléter une telle procédure. Elle peut être finalisée à plus court terme que le chemin d'une adhésion jusqu'au bout, et je pense qu'elle a un apport politique, géopolitique et concret pour nos peuples sur beaucoup de sujets. Car nous voyons bien que sans appartenir à l'Union européenne, nous appartenons à un même continent. L'Union européenne a des règles et des éléments de convergence qui sont très exigeants, qui font que même quand on s'engage dans un tel processus, cela prend du temps. Par contre, nous avons besoin, d'un point de vue géopolitique, d'apporter des réponses de court terme en matière de sécurité, de défense, d'énergie, d'infrastructures, pour que notre Europe, au sens là, géographique, au sens large, se tienne, soit plus solidaire et ne soit pas déstabilisée par des puissances extérieures ou des agressions extérieures. C'est ce à quoi la communauté politique européenne répond. C'est un complément à ce qu'est l'Union européenne et une procédure d'adhésion. Bonjour, Guillaume Darret, France Télévisions. Monsieur le Président, vous dites que vous êtes là en tant que président de l'Union, mais aussi en tant que président français. Vous évoquez un signal positif. Alors, est-ce que ça veut dire que oui, vous souhaitez que le statut officiel de candidat soit donné à la Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine? Et au sujet de votre proposition de communauté politique européenne, quelles pourraient être les garanties en matière de défense très concrètement? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, quelque chose à l'image de l'article 5 de l'OTAN, avec des logiques d'autodéfense entre les pays membres de cette communauté? Et Madame la Présidente, à quelle échéance vous espérez être membre à part entière de l'Union européenne? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Merci. Sur votre première question, je vais être aussi clair que je l'ai été avec votre collègue.
je souhaite que nous envoyions un signal positif et clair. Pour autant, je veux garder les conditions pour construire justement l'unanimité, le consensus au sein des États membres. Et je pense qu'on ne doit pas dissocier la Moldavie de l'Ukraine dans les perspectives que nous donnons. Il y a ensuite une autre catégorie de pays qui font partie du partenariat oriental, mais dont la situation sécuritaire et géopolitique est différente. La Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, qui sont des nations amies très proches, mais qui, vous le voyez bien, à la fois géopolitiquement, géographiquement, ne sont pas aujourd'hui placées dans la même situation. Et il y a aussi les discussions que nous avons avec les Balkans occidentaux, dont certains ont engagé déjà des procédures, ont ce statut. Et nous avons un immense travail à parachever dans les prochains jours, en particulier dans la discussion qui préside aux travaux entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Et nous allons tout faire pour essayer de dénouer ce différend qui permettra, pour ce pays qui a déjà le statut de candidat, de passer une nouvelle étape, en tout cas de donner des perspectives pour ouvrir les prochains textes. Et je souhaite qu'on puisse avancer sur l'Albanie et la Macédoine du Nord. C'est un équilibre géopolitique qu'il faut tenir. C'est ce qui vous démontre d'ailleurs, à mes yeux, l'importance et la pertinence de la communauté politique européenne. C'est que l'élargissement de l'Union européenne ne peut pas être la seule réponse à la stabilité de nos voisinages. D'abord parce que c'est un processus à juste titre exigeant, parce que nous devons en plus continuer à simplifier notre Europe pour qu'elle soit plus efficace. Et donc on doit aussi en parallèle avoir un mouvement qui est urgent d'intégration de l'Union européenne, de simplification de nos règles de vote et de procédures. Et donc nous ne pouvons pas choisir entre les deux, faire les deux en même temps. Et donc la communauté politique européenne permet d'apporter un cadre de réunions régulières, de coopération concrète sur des sujets clés pour stabiliser le continent européen. Dans ce cadre, je ne veux pas préempter nos travaux, mais il doit y avoir un pilier défense et sécurité. Je pense qu'il n'est pas réaliste aujourd'hui que ce pilier soit de la même nature que l'article 5 de l'OTAN. Car alors nous aurions, si je puis dire, les mêmes limites et nous viendrions en quelque sorte concurrencer cette organisation et notre alliance. Par contre, nous devons définir des garanties de sécurité réciproques qui sont de nature à donner des réassurances à des pays membres de cette communauté politique européenne et à bâtir aussi des coopérations renforcées sur le plan opérationnel, sur le plan de nos capacités de défense. C'est un chemin possible et souhaitable. Et c'est au fond celui que vous m'entendez défendre depuis plusieurs années, qui consiste aussi à bâtir une forme d'architecture de défense qui ne soit là aussi pas un concurrent à l'OTAN, mais un nécessaire complément, parce que nous devons penser avec notre voisinage large autre chose qu'une relation conflictuelle à moyen long terme, mais bien des équilibres. Donc il faudra bâtir des garanties de sécurité. Elles ne sont pas de la même nature que l'OTAN. Elles peuvent être proches d'ailleurs de celles qui existent entre les États membres de l'Union européenne et ce que prévoit notre traité. Je n'ai pas à préempter ces débats, je vous en donne la philosophie à mes yeux. Voilà, vous avez entendu la réponse du chef de l'État à cette question de notre confrère de France 2. Alors, on était en train de parler avec vous, Yves Doutrillo, juste avant qu'il prenne la parole de cette communauté politique européenne, cette CPE. Alors, effectivement, Valérie nous disait, les Moldaves sont voilà, la bonne presse en Moldavie, cette CPE. Il a dit, Emmanuel Macron, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que l'adhésion à cette communauté politique européenne n'empêche pas la demande d'adhésion. Et puis, il a dit autre chose de très important. Il a dit, la demande moldave n'est pas dissociable de la demande ukrainienne. Oui, les deux points sont importants. Il est vrai que lors de l'annonce à Strasbourg le 9 mai dernier, c'était un peu ambigu parce qu'il avait lancé ce projet immédiat, à condition qu'il y ait une unanimité parmi les 27. Mais en même temps, il disait, oui, la demande d'adhésion de l'Ukraine, ça va durer des décennies, il avait dit. Et alors évidemment, en rapprochant les deux, le président ukrainien et puis beaucoup de sources ukrainiennes, et puis pas seulement, en Pologne et ailleurs, on s'était dit, bon, c'est un moyen, cette communauté politique de reporter au calendrier grec la demande d'adhésion. Ici, c'est beaucoup plus clair. Il a dit et répété plusieurs fois, ce n'est pas un substitut, ce n'est pas une alternative. Nous savons que l'adhésion, et tout le monde, on est d'accord, c'est un long processus compliqué. Il y a des tas de chapitres, des négociations. Oui, ça peut durer effectivement des années. Je ne parle pas de décennies, mais des années. Tandis que cette communauté politique européenne, sur des questions importantes, il a aussi parlé de lutte contre les agressions extérieures, d'où la question posée par un journaliste sur l'article 5. Bon, il a bien distingué. Mais c'est un sujet évidemment important et ça peut se décider assez vite. C'est informel, il ne faut pas traiter. Vous savez qu'une adhésion, il faut l'unanimité des États membres et ça doit être ratifié par les 27 parlements nationaux, plus les parlements moldaves, ukrainiens et éventuellement géorgiens, puisque les trois pays doivent faire
l'objet d'un avis de la Commission européenne qu'on attend effectivement vendredi ou pendant vendredi a priori, oui. Vendredi a priori. C'est une bonne nouvelle à la Poédie de voir que les deux demandes sont indissociables dans l'esprit du président Macron. Moi, je pense que dans tous les cas, tout ce qui va dans le sens de l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, c'est une bonne nouvelle et c'est surtout aussi, nous comprenons mieux la proposition d'Emmanuel Macron parce que c'est vrai que le 9 mai nous a surpris avec cette annonce et aussi la relation. La parole à nouveau, pardon. Je me permets de naviguer entre vos deux questions pour lever peut-être ce qui peut sembler persister comme une ambiguïté. Au Conseil européen de juin, nous allons discuter sur la base d'une proposition faite par la Commission européenne suite à la demande et au dossier qui a été remis par la Moldavie. Je souhaite qu'on puisse avoir une réponse claire sur ce sujet de l'adhésion. Il sera, c'est à peu près sûr, assorti de conditions avant d'avancer. Pourquoi ? Parce que si nous appliquions les règles normales, pour à peu près tous les pays qui souhaitent avoir ce statut de candidat, nous ne le donnerions pas. Et donc c'est la situation géopolitique, c'est le contexte de guerre, la déstabilisation, qui nous fait collectivement considérer un moment différent. Mais il est important, par rapport à des États qui sont plus réticents au sein de l'Union européenne, très attachés à nos procédures, de leur donner des garanties et de trouver un équilibre où nous pouvons collectivement envoyer un message très clair à votre peuple, parce que je pense que c'est ce que nous devons faire, et avoir des conditions qui garantissent un juste respect des procédures pour rassurer les autres États membres. Donc la réponse sera claire, mais il y aura des conditions. Par contre, en aucun cas, vous n'aurez à vous contenter, comme je l'ai entendu pour la deuxième question, du statut de communauté politique européenne, parce que ça n'est pas un substitut au statut de candidat. C'est quelque chose qui vient en plus. Et l'idée de cette communauté politique européenne, c'est qu'elle permette d'associer des gens qui sont d'ores et déjà candidats, des gens qui ne le sont pas du tout, des gens qui auront peut-être un l'être, des membres déjà, et aussi, qui sait, des États qui sont sortis de notre Europe. C'est un processus parallèle. Sper să obținem o decizie care să nu ne dea motive de tristețe. Didier François, il insiste effectivement beaucoup sur le fait que ça n'est pas, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Ça nous permettrait de faire quoi pour l'Ukraine tout de suite? Parce qu'effectivement, ça serait sans doute plus rapide. En fait, l'astuce, c'est de dire, comme tout le monde sait qu'il y a des réticences d'une partie de pays européens sur le cadre officiel, formel, habituel, etc., sur l'économie, la gouvernance, etc., et qu'il y a un besoin d'aller vite, il dit... il est favorable à ce que, d'un point de vue régional, à cause de l'agression russe, on réponde favorablement, même s'il ne le dit pas formellement, à la demande ukrainienne et moldave, parce que les Moldaves sont aussi sous pression et menacent à cause de la Transnistrie de la Russie. Voilà. En revanche, comme ça prendra du temps, parce qu'il y aura des conditions pour être dans les clous des règles européennes, il propose en complément de mettre en place ce qu'on appellerait une coopération renforcée, volontaire, entre États membres volontaires, dont il semble espérer que peut-être la Grande-Bretagne pourrait être intéressée, pour aider concrètement par exemple, sur les questions de sécurité. Ça ne sera pas un article 5, encore une fois, l'idée n'étant pas d'aller faire la guerre à la Russie, mais par exemple, un exemple tout simple, la Moldavie a un problème d'armée. Ils n'ont quasiment pas d'armée et ils sont menacés par presque 3000 hommes de Transnistrie. On voit bien que là, ça permettra justement de faire progresser, avec en plus une réflexion de un don de 400 millions d'euros qui sera donné, qui est le double du budget de la défense ukrainienne. Moldave. Mais ça veut dire... Donc c'est une vision de... C'est en attendant l'adhésion qui, elle, va prendre du temps, mais après une réponse positive à la demande d'adhésion, en disant oui, on est pour vous venir, mais comme ça va prendre du temps, entre les deux, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de créer une sorte de coopération volontaire, voilà, des États qui le veulent, pour aider à stabiliser, y compris sur les questions de sécurité. D'un point de vue politique, ça change tout, parce que le message envoyé à la Russie, c'est, au-delà des mots, de faire partie de la famille européenne, c'est de dire, c'est ce que nous disait l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert tout à l'heure, c'est de dire les démocraties, toutes les démocraties s'unissent, et c'est un bloc démocratique face à des blocs... mais juste très concrètement, ça veut dire quoi, militairement parlant alors pardon, il y retourne Emmanuel Macron, je crois. Donc alors, écoutez ce qu'il dit, je vous propose la question après. Ce sujet si délicat qui n'est pas d'hier. D'abord, notre devoir, c'est d'aider la Moldavie à rester pleinement souveraine, intègre, et donc de lui apporter toutes les aides nécessaires pour que le pays et son peuple ne soient pas déstabilisés. Ensuite, pour enclencher un processus mécanique comme celle qu'on évoque depuis tout à l'heure, il serait injuste en quelque sorte de dire que tout est bloqué par la situation. Par contre, il est clair que sur le chemin, c'est une situation qu'il faudra ensemble pouvoir régler et lui trouver une issue qui permette stabilité, sécurité. Mais ça n'est pas une condition préalable, c'est à jalonner, si je puis dire, sur le processus. Oui, alors, je vais poursuivre sur ma question et en fait le président y a en partie répondu. Mais voilà, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences
militaire. Je dirais, qu'est-ce qui s'appliquerait concrètement à l'Ukraine? Concrètement, par exemple, ça permettrait. Alors pour l'Ukraine, ça sera là aussi. On verra si. Le problème étant que vous avez bien compris derrière tout ça. Enfin, Emmanuel Macron fait attention maintenant parce qu'il a quand même payé assez cher le fait d'avoir dit les choses. C'est-à-dire que l'adhésion d'un pays en guerre ne se fera pas. Après, le problème, c'est que donc tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura pas d'adhésion. Donc l'idée, c'est entre les deux, comment on fait pour aider concrètement, arrimer le pays candidat, l'Ukraine et la Moldavie, à faire des choses avec l'Europe, alors que formellement, ça peut traîner. Parce que si demain, les Russes bloquent et décident de ne pas négocier, et que c'est quand il disait que ça pouvait durer des années, donc entre les deux, il faudra faire quelque chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que de toute façon, avec cette communauté, on a déjà les accords d'association. Exactement. Donc on fait déjà des choses, on va en faire encore plus. Il a parlé du Fonds européen de défense. Oui, 400 millions d'euros. C'est de l'argent, en fait. En gros, c'est de dire... c'est les procédures aussi, c'est la capacité à travailler. C'est la structuration structurée permanente ou des coopérations renforcées. Si on le voit par exemple comme un signe positif de soutien de la communauté européenne, notamment à l'Ukraine, en disant oui, on va vous accepter dans cette communauté un tout petit peu plus tard, mais il y a tout un passage encore à effectuer, pourquoi pas, c'est une très bonne chose. Et moi je trouve que aussi ce qu'il fait là, Emmanuel Macron en Moldavie, c'est un bon signe. Je pense qu'ils ont tiré les leçons parce qu'avant le début de la guerre, le président Zelensky, il a quand même demandé des sanctions en prévention, des sanctions un peu en prévision de cette guerre pour la Russie, et aussi montrer les signes de soutien à l'Ukraine, ce qui n'a absolument pas été fait. Et finalement ici, la venue d'Emmanuel Macron, ça rassure les Moldaves et la Moldavie en disant écoutez, on vous tient sur notre projecteur, on vous garde, on s'occupe de vous, on ne vous lâche pas, on va vous accepter. Donc c'est un signe très fort à Moscou, aussi que n'osait même pas penser d'intervenir sur ce territoire. Donc, et après, on verra ce qu'il va dire en Ukraine demain. Principalement, effectivement, le message, il est aussi adressé à Moscou, peut-être principalement à Moscou. Alors vous voyez que le chef de l'État fait ce qu'on appelle une déambulation avec la présidente moldave. Ils vont aller saluer quelques passants sans aucun doute. Nous, on va s'interrompre quelques instants. Oui, ils vont aller prendre un café, vous avez raison. Nous aussi, tiens, on va faire une petite pause, le temps de prendre un café. Et ensuite, soyez au rendez-vous.